Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Chute Radio. Connaissez-vous Frédéric Bardot ? Cofondateur de Simplon, l'école inclusive des métiers du numérique, Frédéric partage beaucoup dans les médias et dans ses livres sa vision singulière de la tech. Sans langue de bois, il cherche ce point d'équilibre entre la critique de ce monde qui parfois manque d'éthique et sa capacité à émanciper celles et ceux qui y sont parfois enfermés dans leurs conditions. Il nous a reçus dans ses locaux à Montreuil dans le 93. Je suis Sophie Comte, j'ai cofondé Chute avec Aurore Bizikia en 2019 et je suis ravie de partager avec vous cet échange avec un entrepreneur en quête de technologies vertueuses. La compétence finit toujours par se faire reconnaître, c'est le titre que nous avons donné à cet échange, disponible au format podcast et que vous pouvez également retrouver en version écrite dans notre numéro 13, sur Exposition l'écran de la Discorde, disponible en kiosque et librairie et sur chute.media. Bonne écoute. Bonjour Fred. Bonjour Sophie. Écoute, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast de Chute Magazine qui est en fait un entretien qu'on va retrouver également dans notre numéro 13. Un numéro dont j'ai pas encore le titre de une à l'heure où on se parle, mais qui va parler des écrans, de l'impact des écrans dans nos vies et de la révolution que ça génère, sociologique, anthropologique, voilà, de tous les changements que cela implique. Donc, je suis ravie de t'accueillir pour ce grand entretien de Chute numéro 13. Ça va vous porter bonheur. Aujourd'hui, on est ici à Montreuil, dans les locaux de Simplon. Simplon, une école inclusive qui forme au métier des technologies. C'est ça, je me trompe pas dans la présentation de Simplon? C'est ça, ouais, c'est là où tout a démarré. Qu'est-ce qu'on y fait ici alors exactement? Ici, on y coordonne tout le réseau Simplon. Donc, c'est une centaine d'écoles dans 25 pays. Donc là, il y a les équipes du siège et c'est aussi un lieu de formation. Et c'est le lieu historique où on a démarré il y a 10 ans, puisqu'on va fêter nos 10 ans. Donc, c'est le petit endroit où tout a démarré, effectivement, en avril 2013. Déjà 10 ans. Et alors, qu'est-ce qui a motivé cette envie, cette ambition même? C'est quand même un très beau projet qui a essaimé sur toute la France. Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi? Je crois qu'on avait envie de résoudre deux problèmes en même temps. Le manque de diversité dans le numérique, le gâchis de talent avec des gens qui sont chez Pôle emploi et qui n'ont rien à faire à Pôle emploi tellement ils ont des choses à apporter, et le manque de profil technique des entreprises. En fait, il y avait vraiment tous ces problèmes en même temps. Donc, c'est même pas 2 en 1, là, c'est 3 en 1. Donc, plus de diversité dans la tech, des jobs qui ont du sens et qui sont bien payés pour des gens qui ont besoin de bosser, et des entreprises qui ont une pénurie de talents et on leur amène des talents divers, hyper motivés. Donc, on avait envie de tout résoudre en même temps, comme toujours au début des projets. Alors, cette idée, j'imagine qu'elle a mis du temps à germer, ou d'où ça vient dans ton parcours à toi? Qu'est-ce qui t'a amené là, en fait? Moi, je suis un geek engagé depuis une vingtaine d'années et en 2011, j'avais écrit un livre sur Anonymous. Donc, je m'étais plongé dans la communauté des hackers et j'avais vu que les hackers, en fait, c'est des gens qui ont des pouvoirs magiques mais qui sont pas forcément enclins à les partager. Donc, quand des gens qui étaient moins hackers qu'eux débarquaient dans les forums d'Anonymous, ils leur disaient, à toi de faire ton chemin de croix, d'apprendre à coder tout seul dans ton coin, comme moi j'ai fait. Et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils partagent pas, en fait, leur pouvoir magique? Donc ça, j'avais généré une frustration. Et puis après, j'ai rencontré les autres cofondateurs de Simplon, parce qu'on était 4 au départ. Ouais. Et en fait, l'idée est venue d'eux. Ils ont découvert les bootcamps aux États-Unis et ils se sont dit, tiens, on va adapter ça en France en faisant une version très inclusive, très sur l'empowerment. Et on a eu plein à avoir eu la même idée en même temps, parce que c'était la même semaine que l'école 42, le wagon, tout ça s'est lancé dans un mouchoir de poche. Donc on est cette première vague des bootcamps avec un tropisme hyper inclusif. Et l'idée, c'était dès le départ d'essaimer comme ça sur tout le territoire en France? Il y avait cette ambition-là dès le départ? Ouais, autant qu'on connaissait rien à la pédagogie, à Pôle emploi, à la formation. Par contre, on était complètement mégalomane et on pensait qu'il fallait des Simplons partout dans le monde parce que la pénurie, on savait qu'elle était mondiale. Et puis, les gens talentueux qui sont sur le carreau, il y en a partout aussi. Donc, c'est vrai qu'au début, on s'est dit, on va conquérir le monde et on va avoir des Simplons partout. Même avant qu'on ait fini cette première promo à Montreuil, on pensait déjà à dupliquer, à essaimer. Donc, c'est vraiment, dans le projet, il y avait cette ambition de scale-up, de proposer cette méthode-là qui nous semblait révolutionnaire à tous les lieux et à toutes les personnes qu'on aurait besoin. Et donc là, en 10 ans, vous avez formé combien de personnes? Je peux me donner Ouais, au dernier relevé des compteurs, c'est trimestriel. Là, on est à 25 000.
Donc en 10 ans. Donc ça, c'est les personnes qu'on a formées. On est à 80% de retour à l'emploi sur ces 25 000. Donc ça fait un peu plus de 20 000 personnes qui ont trouvé un job en passant chez Simplon. Enfin, c'est eux qui ont trouvé un job. Hein. C'est grâce à Simplon, mais pas que. Surtout grâce à eux. Et dans ces 25 000 personnes, surtout, il y a 40% de femmes, 12% de réfugiés. Donc on est sur des publics très inclusifs. Même si en le disant, je me dis, on les stigmatise en disant femmes, réfugiés, mais en fait, c'est des gens hyper talentueux, qui ont des parcours un peu atypiques. Mais je crois que le numérique a besoin de ça. Mais chez Chute, vous dites un peu ça aussi, donc on se retrouve là-dessus aussi. Et alors, qu'est-ce qui a fait que ça a marché pour toi? C'est quoi la clé du succès? Je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un truc qui vient cocher plusieurs cases en même temps. C'est-à-dire qu'il y a une pénurie au niveau des entreprises, hein, les gens tueraient pour avoir des développeurs et des développeuses. Donc ça, il y a une traction de marché, comme disent les start-upers. Hein, donc il y a un besoin réel. Pénurie de talent, Voilà, ça on surfe là-dessus. La transformation numérique s'accélère de plus en plus, hein, pour le meilleur et pour le pire. D'ailleurs, t'as l'impression que ça... Tu vois au fil des années que ce phénomène, il s'accentue. Oui, en volume, oui, vraiment. Ouais. Et puis le Covid a été un accélérateur de transformation numérique terrible. Vous avez été aux premières loges, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est le Satya Nadella, le patron de Microsoft, qui disait en 2 ans, on a gagné 8 ans de transformation numérique. En fait. Donc ça, le besoin, il se tarit pas. Et puis après, le nombre de personnes talentueuses qui sont à Pôle emploi ou qui n'ont pas le destin qu'ils méritent, celui-là non plus, il se tarit pas non plus. Donc je crois que c'est parce qu'on répond à ces 2 sujets-là que effectivement la croissance a été hyper forte et qu'on a créé même une filière, puisqu'il y a eu, c'est un mouvement les bootcamps maintenant. Au début, il y en avait quelques-uns, maintenant il y en a partout. Et ce qui fait votre spécificité à vous, Simplon, par rapport à ces écoles qui se sont lancées en même temps que vous, le Wagon ou l'école 42, c'est quoi? C'est justement de vous adresser à ces publics Ouais, c'est le combo entre les publics, les territoires, parce que nous, on a des écoles dans des endroits où si tu faisais une étude de marché, jamais t'aurais l'idée de... on est, je sais pas, à Opter-sur-Dronne, en Charente-Sud, en Nouvelle-Calédonie, à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, on est dans un camp de réfugiés en Jordanie, enfin c'est... Donc on n'est pas que dans les grandes métropoles, pas que dans les pays développés. On a eu un bootcamp dans le Haut-Karabakh en Arménie, tu vois, où il y a la guerre. Donc il y a les publics, les territoires, et puis l'ultra gratuité et l'ultra inclusion dont on fait preuve en fait pour aller attirer des gens qui sur le papier se disent mais c'est pas pour moi Simplon. Et pour les trouver, ces publics justement qui sont éloignés du numérique. C'est notre premier métier. Pareil, là, on pensait que nous, notre métier, ça allait être de former des gens. Mais en fait, avant de former, il faut sourcer les gens et il faut aller les chercher. Et c'est notre premier métier. On l'a découvert en le faisant. Le troisième métier, on allait les placer. Parce qu'on ne veut pas juste former. Il faut que les gens trouvent des jobs. Il faut que leur vie change. Que ce soit un moteur d'inclusion économique. Qu'ils aient des revenus de leur talent et de leurs compétences. Mais sourcer, aller chercher les gens, les convaincre. Leur dire que leur niveau de maths est pas discriminant, leur âge non plus, pour faire du code. Exactement. On est d'accord. C'est pas une question d'âge, de genre, de niveau de diplôme, que c'est une histoire de passion, qu'il faut que ça plaise, qu'il suffit de mettre les mains dedans pour savoir si ça plaît. Et une fois que ça plaît, tout est possible. Nous on fournit l'ordinateur, le lieu, le cadre, les formateurs, la pédagogie. L'ordinateur, enfin tout, il n'y a plus qu'à arriver, mais par contre il faut cette motivation, il faut cette tournure d'esprit, et puis il faut prendre du plaisir. Mais comment vous les trouvez justement? Parce que prenons par exemple les femmes et la tech, un des sujets forts, on s'était rencontrés d'ailleurs à l'occasion de la sortie de notre numéro 1 qui s'appelle La femme et l'avenir de la tech, donc un sujet fort qu'on partage, que Chute et Simplon partagent. Comment est-ce qu'on fait pour sourcer ces femmes qui sont aujourd'hui, on dit 10% à travailler dans la tech? Comment est-ce qu'on fait pour les trouver quand elles pensent pas forcément à aller travailler dans la tech, que même si on en croit les derniers chiffres, elles sont de moins en moins nombreuses. Voilà. Comment est-ce que vous les trouvez? Franchement, il n'y a pas de remède miracle. Il faut faire feu de tout bois. C'est-à-dire qu'il faut aller à la fois dans des âges plus jeunes, au moment où il y a des choix d'orientation. Donc, c'est plutôt en 3e et en seconde, et puis aussi après post-bac. Ça se joue hyper tôt. Hein. En plus, on demande aux gens maintenant de réfléchir ce qu'ils veulent faire dans la vie hyper tôt. Hein. Donc pour le coup, on voit bien que la désaffection des femmes par rapport au STEM, donc aux maths, à la physique, au numérique, ça se fait effectivement en fin de 4e et puis en fin de seconde dans les choix d'orientation. Donc il faut intervenir dans les lycées, on a des programmes sur ce sujet-là. Il faut aller voir Pôle emploi, les prescripteurs, les orienteurs, même les parents. Parce que toutes les filles qui viennent ici disent moi, mon conseiller Pôle emploi, mon père, ma mère, mon machin m'ont dit que c'était pas fait pour moi le numérique. Donc j'y ai pas pensé. Ils pensent même pas d'ailleurs à l'évoquer. Apparemment, les parents jouent un rôle vraiment. Des prescripteurs, Et comme on est dans plein de pays, nous on a des instruments de comparaison sur d'autres cultures où c'est le contraire.
dans les pays du Maghreb, en Inde, en Côte d'Ivoire, le rêve de tous les parents, c'est que leur fille elle fasse du numérique parce que c'est bien payé, c'est passé à licence, c'est sûr, on peut travailler à la maison, c'est des bons jobs, bien payés. Donc la prescription joue dans l'autre sens. Chez nous, c'est plutôt genre ah bah non, t'y vas pas, c'est que pour les mecs. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas Ouais. Et aujourd'hui, c'est un peu un des gros problèmes quand on parle de numérique, c'est qu'il y a énormément de préjugés, de clichés. Il n'y a pas la bonne image finalement. Alors maintenant, on en parle de plus en plus avec ChatGPT, qui démocratise un petit peu l'intelligence artificielle. T'en penses quoi, toi d'ailleurs, de toute cette effervescence, cet engouement autour de tout ça? Est-ce que tu penses que ça y est, enfin le sujet devient grand public et que c'est une bonne nouvelle, par exemple, ou... Bah, je suis pas sûr parce que ChatGPT, là encore, on dit souvent c'est un chatbot conversationnel. Il a peut-être des questions de genre aussi et de stéréotypes. Les IA, elles sont forcément stéréotypées parce qu'elles sont codées par des gens. Elles sont entraînées sur des données existantes et les données existantes, elles sont plutôt masculines, hein, si on suit ce qu'on vient de se dire. Donc effectivement, et puis ce que j'aime pas, c'est que ça révèle la pensée magique. On a l'impression de parler à une personne, ce qui est pas du tout le cas. On pense qu'il a passé le test de Turing et qu'il pense, mais en fait non, c'est un modèle de langage. On parle mal de l'intelligence artificielle. Et ça renforce des stéréotypes, je pense, de dire ça va nous remplacer, il y aura plus besoin de développeurs parce que ChatGPT code, mais il y a rien de plus inexact que ça. On n'a jamais eu autant besoin de développeurs justement depuis que les IA peuvent pisser du code en fait, parce qu'il faut le challenger, il faut les briefer. Enfin, c'est pas ChatGPT qui va comprendre un client, qui va avoir un sens éthique. Enfin, ça pense pas ChatGPT. Donc en fait, on a besoin des humains. Ça doit et je trouve que ça met à distance le côté humain de tous ces métiers-là, du numérique. Et donc, c'est à la fois une bonne nouvelle et en même temps, ça charrie d'autres biais, ça vient renforcer des stéréotypes. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge quand même. Et pour toi, est-ce que c'est, si on parle un peu des métiers plus précisément, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est ça qui est en train de transformer les métiers de demain? Est-ce que c'est cette technologie-là? Est-ce que c'en est d'autres? Bah, il y en a plein, mais c'est vrai que l'automatisation, donc c'est vrai pour la robotique, pour les aspects manuels, et c'est vrai pour tout ce qui est intellectuel avec l'IA, tout ce qui permet d'automatiser des tâches non heuristiques, hein, donc des tâches qui sont répétitives et qui ont un schéma prévisible. Donc tout ce qu'on n'est pas en train de faire là, puisque là on est dans de la créativité, on est dans un rapport humain, on fait une interview, une IA peut pas faire ça, mais par contre tout le reste effectivement ça peut être automatisé par des IA, et ça a un impact sur le monde du travail qui est énorme et qui est largement sous-estimé, parce qu'effectivement on parle souvent des radiologues, on parle des ouvriers dans des usines, mais en fait l'IA elle peut automatiser l'éditorial, le SEO, elle peut automatiser les services comptables, les RH, le droit, la médecine. Donc effectivement, il y a un impact qui est énorme. Et c'est vrai que c'est plutôt l'IA qui va révolutionner les métiers plutôt que le Web3 ou le métavers. Métavers, justement. Vous faites des formations en métavers ici? Ouais, on fait des formations sur l'IA avec Microsoft. On a formé plus de 1000 personnes à Bac+3 sur l'IA, parce que c'est pareil. Avant, les gens qui travaillaient dans l'IA, c'était que des Bac+5. Bah, en fait, non. Il y a aussi des métiers de Bac+3. D'accord. Et maintenant, on a fait reconnaître par l'État un diplôme de Bac+3 de développeurs en IA grâce aux écoles qu'on fait avec Microsoft. Et ça, c'était inédit parce que on a montré qu'il fallait aussi des techniciens de l'IA, des ouvriers de l'IA, dans tout ce que ça a de beau de dire ouvrier, quoi. Et sur le métavers, on fait des choses avec Meta, mais là encore, nos formations n'ont pas lieu dans le métavers. Elles ont lieu en face-à-face pédagogique, dans des salles comme là où on est, et les gens mettent des casques pour tester leur production. Comment ça, c'est quoi une formation métavers? Il y en a deux, hein. Nous, on est sur les métiers techniques. Donc, c'est pas éditorial, c'est pas design, c'est pas modélisation 3D, c'est développeur. Donc, en fait, quand tu as tes modèles 3D, il faut qu'ils soient interactifs, qu'il se passe des choses quand tu bouges, etc. Donc, ça, c'est un métier de développement, hein, comme le développement informatique. Et l'autre chose, c'est la partie support informatique, hein. Faut que les casques, ils marchent bien, ils soient à jour, qu'on te les mette correctement sur la tête, qu'on te prévienne qu'il y a des problèmes sanitaires qui peuvent venir. Donc, il y a un support informatique spécifique au métavers qui s'appelle technicien en médiation dans le métavers et dans les technologies immersives. Et ça, c'est un nouveau métier. Et plus il va y avoir de casques, plus il va y avoir des gens pour gérer ces flottes de casques, pour onboarder les gens dans des expériences, pour que les expériences se passent bien. Et pareil pour développeurs. Développeurs de 3D temps réel, t'en as dans le jeu vidéo, dans le patrimoine, la culture, les médias, la formation, l'éducation. Il y a de la 3D temps réel maintenant partout, pas que dans le gaming. Alors, on parlait des buzzwords, l'intelligence artificielle, métavers. T'y crois? Qu'est-ce que pour toi, est-ce que demain on sera dans le métavers? Est-ce que on va télétravailler dans le métavers, par exemple?
Je pense que les technologies immersives, elles n'ont pas attendu le métavers pour être déjà probantes. Hein. On les utilise pour faire des jumeaux numériques dans l'industrie, dans la formation, dans les trucs du patrimoine ou de la culture, type Notre-Dame. Moi, j'ai été voir un truc sur le Machu Picchu il y a pas longtemps et on m'a fait survoler le Machu Picchu en VR. Et c'est peut-être moins polluant que d'aller tous au Pérou, peut-être. Donc, il y a des use cases qui sont incontestables. Après, on sait qu'on peut pas mettre un casque plus d'1 heure et demie, que c'est lourd, c'est oppressant aussi. Il y a 30% des gens qui sont malades avec des casques de réalité virtuelle, comme le mal des transports en fait. On appelle ça la cybercinétose. Et on sait qu'il y a plein de choses qui ne peuvent pas remplacer des contacts humains, ou même que la visio parfois est plus adaptée pour certains usages que le métavers. Donc moi je crois pas du tout à un scénario type Ready Player One où on met un casque et on y passe notre vie, quoi. Pas du tout. Mais par contre, il faut que le métavers, ça amène de la valeur, parce que c'est très polluant, parce que il y a plein de sujets éthiques qui sont liés à ça. Donc là encore, faut le mettre à la bonne place. Donc c'est plus le métavers responsable. Quels sont les use cases? Ouais, on a une démarche comme ça au niveau de la Simplon Foundation. On essaye de faire réfléchir les acteurs là-dessus, sur l'impact écologique, sur le handicap, sur les discriminations, sur la diversité. Les acteurs, tu parles des grands groupes type Microsoft par exemple que tu citais tout Meta, à l'heure, Meta avec qui vous travaillez en fait. Ouais, bien sûr. Les studios aussi qui produisent des contenus, les associations. On fait ça avec la GFIP sur la partie handicap. D'accord. Donc il y a effectivement des gens comme Orange qui s'intéressent beaucoup à ça. Tout le monde sent qu'il se passe quelque chose, mais personne n'a envie de faire n'importe quoi. On sent vraiment ça. C'est peut-être nouveau, par exemple. Si j'avais à dire s'il y a des choses qui ont changé, c'est qu'avant, je pense que les gens se seraient jetés sur ce truc sans se poser la moindre question. Et maintenant, tu as quand même des groupes de travail de métavers responsables chez Orange, chez KPMG. Je trouve ça plutôt cool. Après, il y a des startups qui lèvent des fonds parce qu'elles font des chiens dans le métavers. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, mais au moins, avant, il y aurait eu que les startups de chiens dans le métavers et peut-être pas de groupe sur le métavers responsable. Donc, ça, c'est plutôt encourageant. Il y a des questions d'éthique maintenant qui sont soulevées de plus en plus avec les d'impact écologique. Et d'impact écologique, c'est des sujets le métavers, c'est de la 3D temps réel en streaming dans le cloud. Oh. Donc, il n'y a pas plus, pas plus énergivore que ça. Oui, il y a plutôt intérêt à se poser, comme on parle souvent de plus en plus d'éco-conception, quelque part, c'est ça en fait. C'est exactement ça. Éco-conception du métavers, c'est quoi un métavers éco-conçu, responsable, dont on utiliserait des cas d'usage uniquement s'ils ont de la valeur et pas juste parce que c'est cool. Faut que ça amène de la valeur, parce qu'on sait que ça va être polluant et qu'en plus on va laisser une partie des gens en dehors de ça. Le handicap, les gens seniors, les gens qui supporteront pas les casques, les 30% des gens qui seront malades, ils seront pas dans le métavers. Quelque part, le numérique crée de l'exclusion aussi. Complètement. Et c'est à ça qu'il faut veiller, qu'il faut empêcher dès le départ. Ouais, c'est le truc du pharmacone de Stigler, quoi, le poison et le remède. On en parlait justement, le pharmacone, un concept, un mot grec qui signifie à la fois le remède et le poison, c'est ça. Et en fait, c'est le remède qui toi te parle beaucoup. Ah oui. Et en fait, c'est le remède, le poison et le bouc émissaire, le pharmacone. Je savais pas. Ok. Et donc en fait, il y a bien les trois. La technologie, elle est ni positive, ni négative, ni neutre. Donc elle a des impacts. Voilà. Donc elle est aussi chargée de beaucoup de mots qui sont en fait des mots qu'on avait avec d'autres technologies, mais c'est vrai qu'il n'y a rien dans le pouvoir d'inclusion du numérique qui génère pas une exclusion pour d'autres types de personnes. On le voit. Donc c'est un problème. C'est insoluble quelque part. Alors, qu'est-ce que t'en pensais? Si à chaque fois il y a un impact positif et négatif, il peut y avoir les deux. C'est vrai pour tout, non? C'est vrai pour l'amour, c'est vrai pour la démocratie, c'est vrai pour... Il n'y a rien qui soit univoque, en fait. Il y a toujours un Janus, il y a toujours un revers de la médaille, il y a toujours un curseur qui va se mettre entre le... Donc ça va être un balancier, en fait. Voilà. Le numérique, ça dématérialise, donc ça onboard plein de gens qui n'avaient pas accès avant, mais ça génère de l'illettrisme numérique, donc de l'exclusion. Donc il faut à chaque fois être sur ce balancier. Mais il faut être hyper vigilant à ça. Sinon, on est dans le techno-solutionnisme, ou alors on est dans la technocritique, genre le numérique, c'est le mal. Et en fait, c'est ni le mal ni le bien, mais en plus, c'est pas neutre, quoi. Ça, c'est sûr. On peut pas dire que c'est juste un outil. Moi, j'en peux plus d'entendre les gens qui disent le numérique est un outil. Ouais. Mais non, un marteau, c'est un outil, mais un marteau, ça te donne envie de taper sur des clous. Le numérique aussi, ça induit des choses. C'est pas juste un outil. Je trouve que c'est banaliser un truc qui est beaucoup plus qu'un outil. C'est une manière de voir le monde, c'est des impacts. C'est pas juste un outil. Non, c'est une culture, le numérique. Enfin, vous le savez bien, à Chute, c'est beaucoup plus qu'un outil. Une culture numérique. Qu'est-ce que tu penses de ce concept d'éducation au numérique? Qu'est-ce que ça te parle? Ouais, parce que tu vois, justement, tu m'expliques là cette idée de un peu extrême finalement de soit technocritique ou technosolutionnisme et puis une position intermédiaire
Elle serait pas forcément d'ailleurs intermédiaire, elle serait juste peut-être prendre un peu des deux, et puis aller à construire pour chacun avec son envie d'utiliser ses outils entre guillemets. Ouais, l'éducation c'est la clé. C'est pas pour rien qu'on est dans la formation. Et mon deuxième bouquin après Anonymous, ça s'appelait Lire, écrire, compter, coder. Et c'était sur l'apprentissage du code à l'école. Et effectivement, plus tôt la majorité de la population est éduquée au numérique. Ce qui ne veut pas dire utiliser le numérique en éducation, parce que moi je fais vraiment la différence entre les deux. Le numérique éducatif, c'est pas l'éducation au numérique. Exactement. Et puis t'es pas obligé d'avoir une tablette dans chaque main d'écolier, au contraire même, parce qu'en fait on peut même dire que l'impact positif du numérique en éducation, il est vraiment pas documenté scientifiquement. Par contre, le contraire est bien documenté, que ça réduit l'attention, la mémorisation. Mais par contre, éduquer au numérique, comprendre l'algorithmie, dans quel monde on vit, ça par contre, t'as pas besoin de le faire avec une tablette. Enfin, c'est faire avec un magazine papier, par exemple. Par exemple, ouais, ou avec des jeux comme Coloris et Amelia. Enfin, il y a plein de façons de parler du numérique. Par contre, il faut en parler parce que sinon, tu parlais de ChatGPT, il y a ceux qui vont savoir se servir de ChatGPT, il y a tous les autres qui connaissent même pas. Et imagine l'inégalité que ça va créer. Si tous les enfants de riches ou de geeks, en fait, ils font faire leurs devoirs par ChatGPT, et tous les enfants de pauvres ou de non-geeks, en fait, eux, ils se démerdent comme ils peuvent, en fait, tu renforces le fossé. Donc, il faut bien en parler. Il faut pas interdire ChatGPT à l'école. Il faut éduquer à ChatGPT. Alors ouais, le ministère de l'Éducation nationale vient d'annoncer les cours de code à partir de la 5e, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il y a des initiations au CP jusqu'à la 5e, puis après il y a des options maintenant obligatoires. C'est bien, mais pas suffisant quelque part. Qu'est-ce que t'en penses? Si, c'est vachement bien. On avait un petit retard par rapport à nos amis anglais et à d'autres, mais là encore, il faut former 400 000 profs à donner des cours de Python, et ça, on n'y est pas encore, tu vois. Et là encore, c'est plutôt dans les écoles privées ou les écoles dans les grandes métropoles qu'il y a des cours de Python, et au fin fond de la Pampa, il n'y a pas. Et donc là encore, ça renforce une fracture territoriale et sociale, quoi. Donc oui, mais il faudra limite faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par les gens qui sont le plus éloignés, comme on essaie de le faire à Saint-Plon. Parce qu'après, rajouter de la geekitude à des gens qui sont déjà geeks, qui ont déjà 3 iPads chez eux et un père dans l'informatique, voilà, c'est pas là qu'il faut faire porter l'effort. Est-ce que ce ne serait pas justement une activité que vous pourriez développer, de former tous ces profs? Alors, on le fait dans le cadre d'une coalition qui s'appelle Classe Code, et on le fait avec l'INRIA et avec les Intrépides de la Tech, avec les petits débrouillards et tout ça. Donc ça, c'est les activités qu'on fait dans le cadre de la fondation. Okay. Mais là encore, la formation des professeurs, en fait, elle est dans les SP, elle est dans des endroits au cœur de l'éducation nationale. Et donc nous, on n'a pas accès à tout ça, mais on essaye de faire du plaidoyer, moi. Et puis on fait du périscolaire, et puis dans le cadre de Classe Code, il y a eu, je crois, 200 ou 300 000 profs quand même de formés un peu partout en France. Et ça, c'est en cascade, ça va ruisseler là pour le coup, pour de vrai. Est-ce que vous, justement, vous intégrez une forme de sensibilisation aux enjeux éthiques, à un numérique responsable au sein de vos formations ? Oui, on essaye de le faire de plus en plus systématiquement. Ce qui est un peu fou, c'est que ça nous est pas demandé dans les maquettes pédagogiques des diplômes. Oui. En fait, il n'y a pas ça. Donc ça pose question, parce que ça veut dire que tous les professionnels du numérique qu'on certifie et qu'on met sur le marché n'ont pas pour obligation d'être sensibilisés au numérique responsable et à l'éthique. Donc nous, on le fait de manière volontaire, sur fonds propres, en déployant nous-mêmes nos contenus, avec nos partenaires, parce que les grandes entreprises dont on a parlé, elles sont sensibles sur ces sujets-là, elles ont des contenus, elles ont des partis pris, mais par contre, ils sont pas évalués là-dessus. Quand ils passent leur diplôme, si on leur pose des questions sur l'éthique, c'est hors programme. Ah oui, d'accord. C'est fou. Ouais. Mais aussi parce que ces programmes-là sont pas révisés régulièrement. Mais donc tout le monde est sensibilisé au numérique responsable. On leur fait passer pour les développeurs une qualification qui s'appelle Opquast, et qui est un truc de qualité dans lequel il y a de l'accessibilité numérique, de l'éco-conception. Et sur le métavers, les gens qui sont dans l'académie du métavers Saint-Plon et Méta, ils ont des cours sur les métavers responsables. Donc ils sont sensibilisés à ça, ils voient que l'impact écologique, les questions d'accessibilité numérique, et sur le cloud c'est pareil, et sur l'IA, avec Microsoft, on a des cours d'éthique des IA, éthique des données, éthique des algorithmes, biais de genre, on a tout ça effectivement. Mais c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est un bonus. C'est en plus, exactement. D'accord. Ils sont pas évalués là-dessus. Et justement, avec ces grands groupes là, avec lesquels vous travaillez, comment tu vis ces collaborations qui soutiennent beaucoup Saint-Plon, j'imagine, c'est votre modèle économique. Oui, c'est très important dans le modèle, Comment est-ce que tu le vis, toi, qui est engagé pour un numérique responsable, éthique,
Voilà, est-ce qu'il n'y a pas une forme de schizophrénie Ouais, si, complètement. Elle est complètement assumée. Le parti pris, le mien perso et celui de Simplon aussi, qui est partagé par l'équipe, c'est que pour détourner un avion, il faut être dans le cockpit. Il faut pas être sur le tarmac. Et donc, en fait, il faut être au cœur du réacteur. Donc ça, c'est assumé. Parfois, c'est un peu difficile, effectivement, d'assumer la totalité des comportements de toutes les entreprises avec lesquelles on travaille. Mais en même temps, c'est pas notre vocation. On n'est pas là pour donner des bons et des mauvais points. Et il y a des gens à Simplon qui disent, mais qu'est-ce qu'on fait à travailler avec la Fondation Total Énergie ? Parce que c'est du fossile, alors que la Fondation Total Énergie, elle nous finance des programmes réfugiés, des programmes sur l'insertion des jeunes. Donc voilà, on donne pas des bons et des mauvais points. On n'est pas angélique non plus. Mais tous les programmes qu'on fait avec toutes ces boîtes-là, c'est des programmes géniaux. C'est des programmes agnostiques, c'est des programmes qui font avancer les sujets. Et je dis pas qu'on a une capacité d'action à faire bouger Microsoft ou Meta, parce qu'ils bougent déjà sur ces sujets. Mais plus ils travaillent avec nous, plus ils sont obligés de bouger. Et plus ils sont obligés d'aller au-delà de la communication. Et c'est ce qu'ils font. Et si c'était que de la com, il y a longtemps que nous, on aurait arrêté ou qu'on se serait fait épingler par des journalistes qui auraient fait leur travail en disant « Mais attendez, c'est du bullshit ». C'est pas du bullshit. Ouais. Mais c'est vrai que c'est schizophrène, parfois. Parce que, là encore, c'est pharmacone, quoi. Un petit côté remède, un petit côté poison. Mais dont les gens disent ici à Simplon, c'est vrai pour BNP Paribas. Et justement, là, on parlait d'évolution du secteur. Est-ce que tu as l'impression que ces grandes entreprises aujourd'hui, elles sont plus sensibles à ces enjeux qu'elles ne l'étaient il y a 5 ou 10 ans, par exemple ? Oui, elles sont plus engagées, plus sincères et plus profondes, je trouve, dans ces engagements. Parce qu'avant, il y avait un côté un peu affaires publiques, un côté un peu com de crise en prévention, genre, c'était des questions de réputation et de com. Maintenant, il y a des histoires actionnariales derrière, et c'est des gros sous, quand même. Le ESG, les critères, ils sont attaqués par leurs investisseurs aussi, par le grand public. Il y a des class action, il y a du juridique là-dedans. Donc, c'est une histoire de compliance aussi maintenant. Et puis après, il y a forcément toujours un intérêt, les gens comme Microsoft ou comme Meta, ils travaillent avec nous parce que plus il y aura de gens formés à leur technologie et aux technologies, plus ce sera bon pour leur business. Donc bien sûr qu'il y a un intérêt économique. Mais par contre, les convictions et le fait que c'est des programmes avec du fond dedans, ça par contre, ça c'est réel. Et je pense que c'est encore plus vrai maintenant qu'avant. Ou avant, c'était vrai dans d'autres industries, on achetait des 4x3, on se repeignait un peu en vert, on faisait quelques actions associatives. Là, chez Microsoft, c'est un gros budget. Il y a des gens chez Microsoft qui sont incentivés s'ils placent des Simploniens en termes financiers. S'ils trouvent des alternances pour les gens conformes. T'imagines ? C'est dans leur rémunération. C'est complètement fou. Donc, c'est vraiment très intégré. Et ça, c'est pas... Voilà, ça, c'est... C'est une de vos... C'est nouveau, quand même. De vos victoires, entre guillemets ou... Oh non, c'est eux qui l'ont fait, parce qu'ils se sont dit, il faut qu'on joigne le geste à la parole, et il faut que, en fait, il soit sincère dans... Ouais. Puis il faut que ça fasse mal. C'est-à-dire qu'en fait, faire du diversity washing en disant, il y a pas assez de meufs dans la tech, c'est quand même moins puissant que de dire, en fait, on se commit et on s'engage, et il y a un bonus si jamais tu l'embauches, la fille. Ouais. Parce que dire qu'il faut embaucher des filles et embaucher des filles, c'est pas du tout la même chose, et ça fait le tri entre les deux types de boîtes. Il y a des gens qui embauchent, il y a des gens qui embauchent pas. Il y a des gens qui font des 4x3 ou qui se réveillent le 8 mars parce que c'est la journée de la meuf. Et il y en a qui, disent il nous faut 1000 filles à la DSI en 2023. C'est quand même différent. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces femmes, par exemple, justement, qui aujourd'hui hésitent encore, se demandent est-ce que le numérique c'est fait pour moi ? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Comment ça se passe chez Simplon ? À ces femmes, tiens, on va parler des femmes, puisque justement le magazine va sortir un peu après le 8 mars. Déjà, je leur dirais pas ose, parce que ça, j'en peux plus des injonctions en fait d'oser. Si les filles elles osent pas, c'est qu'elles se sentent pas bienvenues dans ce monde-là. Donc c'est pas elles de oser et de prendre leur courage à deux mains. Elles se prennent des murs. Ça régresse. Les entreprises sont pas woman friendly. Et en plus, tout ça, c'est intersectionnel. C'est pas qu'une histoire de genre. En fait, c'est beaucoup plus simple pour une fille bac+5 blanche de trouver un job dans la tech que pour une fille décrocheuse des quartiers prioritaires avec un voile. Et donc, l'intersectionnalité, là, sans faire le walk de service, c'est quand même super important. Donc, nous, on s'adresse pas aux femmes bac+5 blanches. Il y en a très, très peu, même s'il y en a à Simplon, mais pour le coup, donc, je leur dirais pas de oser, je leur dirais d'être passionné et de monter en compétence. Et en fait, je crois que la compétence, c'est un truc qui n'a pas de limite et qui finit toujours par se reconnaître. Donc, même si elles cochent pas les bonnes cases parce que elles ont pas le bon diplôme ou je sais pas quoi, si c'est des super développeuses, en fait, je pense que ça plie le match.
Et donc, elles pourront plier le mec qui est en face d'elles parce que la compétence, c'est supérieur au diplôme. C'est un truc qui se conteste pas, quoi. Donc, je leur dirais, si jamais ça vous botte, si vous êtes passionné, allez le plus loin possible et développez vos compétences. Et ça, c'est vraiment votre meilleur asset, quoi. Et après, ouais, le meuf washing fait rage, mais il est un peu biaisé. C'est beaucoup plus simple quand vous présentez des profils de femmes à certains trucs RH que la femme, elle soit bac+5, comme par hasard. C'est comme les réfugiés, comme le handicap, tout ce que vous voulez, mais bac+5. Voilà. Et ça, non. En fait, les entreprises, elles vont mourir de ça. Parce que le diplôme, ça dit pas tout d'une personnalité. Et puis, le diplôme de développeur, c'est un bac+2. C'est pas un bac+5. Moi, je veux bien si c'était... on dit pas que les gens doivent être, je sais pas, des créateurs d'algorithmes de machine learning. Mais développeur, c'est un métier de bac+2. Donc, pourquoi est-ce qu'on est parti à aller dire que il faut être ingénieur pour être développeur? Il y a une image très collée aux mathématiques aussi avec le code, parce que c'est né. Ça a été beaucoup développé par des mathématiciens au départ. Et c'est peut-être ça aussi, effectivement, qui. Ouais, puis les maths, en France, c'est le stigmate de la noblesse et de l'élitisme et de la sélection. Voilà. Donc, on dit pas qu'il faut être nul en maths pour être développeur, mais en fait, le niveau de maths et de sélection par les maths ne donne pas de résultats pour sélectionner des bons ou des mauvais développeurs. Il y a des gens qui ont l'esprit hyper structuré, qui ont fait de la philo, de la compta, de la géographie. Vous en avez des profils comme ça, des personnes qui se reconvertissent donc, ou qui ont... Oui, plein. Vraiment des gens qui je sais pas, qui faisaient... univers totalement différents. Ouais, qui étaient dans la vente, qui géraient des stocks, et elles se prenaient la tête sur Excel, et elles ont commencé à faire des macros Excel, et elles ont tripé, et en fait, les macros Excel, c'est du code. Et donc, elles se sont révélées développeuses sans même le savoir. Les géographes aussi, qui aiment bien manipuler de la data, ça fait des super data engineers, les géographes. Et puis après, il y a des gens qui sont bûcherons, mais qui sont super bons aux échecs et au sudoku. Et bienvenue chez les développeurs, même s'ils étaient nuls en maths. En fait, c'est vraiment, faut juger les gens sur pièce, sur leurs compétences, pas sur leur CV ou leur expérience. C'est 0 ou 1 le code. Je veux dire, soit ça marche, soit ça marche pas, quoi. Donc pourquoi regarder si les gens sont bac+5, s'ils sont voilés, ça, pas voilés. C'est très français, non, cet attachement au diplôme. Ça bouge aussi, tu trouves ou pas? Pas beaucoup, franchement. Et même dans les pays qu'on a colonisés et qu'on a contaminés avec ça bouge plus vite qu'en France. Ah oui, d'accord. En France, on est vraiment... il y a encore des gens, quand ils deviennent patrons d'une grosse boîte du CAC 40, on donne leur année de naissance, leur année de diplôme. Ouais. C'est un HEC 83. En 83, t'imagines? On est en 2023. Le fait qu'il ait fait HEC ou qu'elle ait fait HEC, qu'est-ce que ça dit de sa compétence? C'est complètement fou. Ouais. Alors, pour terminer cet entretien, on aime bien nous poser quelques questions qui nous permettent de te connaître un peu plus, disons. Est-ce que tu as un livre sur ta table de chevet qui compte beaucoup pour toi? Est-ce que tu as une punchline, un lieu et une personne qui t'inspire? Voilà, un peu tout ça à la fois. Le livre, comme tu as vu ici, c'est pété de livres. Et en fait, moi, je lis une quarantaine de livres par mois depuis 30 ans. Donc, je suis un dingo de livres. En choisir un, ce serait, je sais pas, soit 1000 plateaux de Gilles Deleuze et Félix Guattari, qui est vraiment un truc illisible d'un télo, mais moi, je le vois comme un livre à clé. Soit la Bhagavad Gita. Donc, c'est un truc hindou, théologique, donc rien à voir. Ou alors La promesse de l'aube de Romain Gary. Voilà. Bon, donc rien à voir, super éclectique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne quand même avec dans ces livres-là que tu cites avec ce que tu fais aujourd'hui chez Simplon? Oui, mais par contre, si t'es boucher ou bûcheron, tu peux trouver dans ces 3 livres des trucs qui vont te parler aussi. C'est pas spécifiquement numérique, mais c'est des trucs de sens de vie ou d'histoire de vie. Donc c'est des livres que tu reposes où t'es un peu différent de quand tu l'as pris en main, quoi. Donc ça, moi, c'est des livres qui m'ont marqué. La punchline, j'en ai plein, j'adore. Allez, tu peux nous en donner plusieurs. Non, mais il y en a une que j'adore, c'est « Il vaut mieux demander pardon que la permission ». Ça, c'est un truc d'entrepreneur, un peu de délinquant juvénile aussi, un peu, tu sais, genre c'est un peu move fast and break things. Mais c'est plus. Et non, sinon, je sais pas, la devise des Marines, tu vois, improviser, s'adapter, dominer. Voilà. Donc, non pas que j'ai envie de dominer le monde, mais le côté improvisation, d'adaptation. Parce que c'est des règles simples et c'est pas idéologique. Et ça, c'est vrai que je me méfie beaucoup des idéologies parce que dans le numérique, il y en a beaucoup. Et l'idéologie, ça peut vraiment tordre le monde, quoi. Je
Quand on voulait critiquer les staliniens, on disait le parti a toujours raison, c'est la réalité qui se trompe. Et moi, c'est ça, j'adore, parce qu'en fait, la réalité, elle se trompe jamais, en fait. Et si tu la regardes pas telle qu'elle est, si tu enlèves tes lunettes d'idéologue ou je sais pas quoi, en fait, tu te racontes une histoire, quoi. Donc c'est bien de raconter des histoires, hein, je dis pas ça. Mais voilà, sur les femmes et la tech, par exemple, il faut arrêter de se raconter des histoires. Ça régresse, ça marche pas, il y a un problème de diplôme, c'est pas pareil dans tous les pays. Donc qu'est-ce qu'on fait, quoi? Les quotas, ça marche. Hein, la non-mixité, ça marche. Donc on fait quoi, là? C'est pas une histoire de woke, il y a pas d'idéologie. Les quotas, ça marche, la non-mixité, ça marche. Pourquoi on généralise pas ça? Parce qu'il y a de l'idéologie. Pas parce que ça marche. Parce qu'il y a dans ce cas-là des femmes et de la tech, c'est quoi l'idéologie qui est derrière qui fait qu'on ne fait pas? C'est le républicanisme égalitaire. Hein, on est tous pareils puisqu'on est tous des citoyens français, égaux devant la loi et devant le concours. Non, en fait, c'est pas vrai. Le monde, il marche pas comme ça. Donc oui, il faut faire des quotas. La loi Copé-Zimmermann, elle a fait changer les choses par les quotas. Les sas qu'on fait à Saint-Plon, qui s'appellent des sas aqueuses, qui sont non mixtes, ça marche mieux que quand tu rajoutes des mecs et des filles ensemble. Donc ça, c'est pas être woke, c'est juste, c'est documenté par la sociologie, par la psychologie sociale. Il y a du double aveugle, du randomisé, du Esther Duflo dedans. Ça fonctionne objectivement. Donc pourquoi est-ce que par idéologie on se dit non, on va pas le faire parce qu'on va passer pour des woke? On s'en fout. On n'est pas woke, on fait un truc qui marche. La preuve par par la science, quoi. Ouais. Enfin, ça va encore dire quelque chose, la science, non? Tu vois, il y a une idéologie dans la science, mais le raisonnement scientifique, il la démonte assez facilement parce que tout est réfutable et tout ça, ce qui n'est pas le cas d'une idéologie, quoi. Ouais, moi, je ferais bien de la zététique du numérique. Tu sais, la zététique, d'aller un peu débunker les trucs. Il y a trop d'idéologie dans ce monde du numérique. La personne, peut-être, qui t'inspire, ou les personnes, puisque je vois que t'as... Ouais, j'en ai plein, ouais. Un Jean-Marc Borrello, par exemple, dans l'ESS, qui est très décrié, moi, ça reste quelqu'un qui m'inspire beaucoup, parce qu'il a fait sauter des digues qui étaient intéressantes. Mais après, ça va être une tarte à la crème, mais ma femme, c'est quelqu'un qui vraiment, ça paraît super bête de dire ça, mais elle est médecin, elle fait pas la une des médias, mais elle, c'est vraiment, elle est pas fait Ashoka, mais c'est une héroïne du quotidien. Et il y en a plein des gens comme ça, pas que des médecins, mais elle m'inspire beaucoup parce que, je me sens tout pourri à côté d'elle. C'est vrai en plus. Et un lieu, alors, quel est le lieu où peut-être tu te sens bien et qui te permet de te ressourcer ou pas d'ailleurs? Ouais, moi je suis un nomade, donc c'est vrai que j'ai un problème avec les lieux. Je suis en train d'essayer d'interroger ça. T'ancres pas forcément. Ouais. Alors est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est donc j'ai plein de lieux, mais j'en aurais pas. J'ai un parcours. Ouais, voilà, le train. À ce moment-là, c'est le train. Ah, oui. Voilà, ouais. Ça, moi, j'ai passé ma vie dans les trains. Je suis un enfant illégitime conçu dans un train. Il y a un truc avec les trains. J'adore. Je passais cette nuit, j'étais dans un train de nuit. J'ai dormi dans un train. Un petit peu les trains de nuit. Hein. Ouais. C'est bouger sans bouger. On peut regarder le paysage dans un train, contrairement à... T'es dans une bulle, souvent t'es mal connecté, tu peux lire et tout. Ouais, je voyais que l'Hyperloop, là, le fameux train... Quelle horreur développé par... par Elon Musk. Elon Musk, apparemment, on peut pas regarder le paysage, c'est impossible parce que ça va beaucoup trop vite. Bah voilà. Ouais. Dans les TGV, on peut encore regarder le paysage, alors dans les trains, les intercités. Les intercités, voilà. Les vieux tortillards, les Michelin, comme on disait. Oui. Un train, alors. Le lieu Parfait. qui bouge. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Sophie. Et voilà, cet entretien se termine ici. Et vous, quel train du numérique allez-vous prendre? Ce vieux tortillard ou l'Hyperloop? Bon, en attendant de faire votre choix, n'hésitez pas à retrouver tous nos podcasts en tapant Chute Radio sur vos plateformes d'écoute préférées, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et tant d'autres. Et bien sûr, n'hésitez pas également à mettre 5 étoiles lors de vos écoutes pour nous aider à être mieux référencés. Merci beaucoup, à très bientôt.